Donc, rebonsoir à tous. Donc, comme je le disais tantôt, soyez les bienvenus. Nous sommes parvenus à notre troisième rencontre dans ce parcours sur les approches, méthodes et systèmes d'information géographique participatif. Et comme je le disais dans des, des posts que j'ai eu à faire pendant la semaine, j'espère pouvoir la semaine prochaine vous faire 2 cours par semaine, un cours qui va continuer ce cours sur les approches participatives et les approches et les méthodes participatives, et un second cours qui va maintenant entamer les systèmes d'information géographique participatifs. Et vraiment, pour nous aider à pouvoir faire cela, c'est bien que vous vous prépariez à suivre le cours sur votre ordinateur, parce que vous ne pouvez pas travailler sur les systèmes d'information géographique sur un téléphone. Vous devez avoir un ordinateur, donc préparez-vous, soyez prêts pour que vous ayez un ordinateur avec vous pour pouvoir manipuler tout ce qu'on va donner comme information à produit, parce que c'est toujours bien de travailler de manière interactive. OK? Donc, la dernière fois, nous avons précédemment travaillé sur on a vu le diagnostic, le suivi, l'évaluation participative. On a commencé cette partie sur le diagnostic participatif. On a continué sur la participation à la collecte des données. Et la partie que nous allons voir aujourd'hui, c'est le suivi participatif. Parce que lorsque vous engagez, on a vu que lorsque vous engagez une initiative que vous voulez faire de manière participative, on dit que les bénéficiaires, le groupe cible, la communauté avec laquelle vous travaillez doit être au cœur de l'action, les avis, les points de vue, les décisions même de comment les choses doivent se mettre en œuvre doivent être guidées, portées, motivées, poussées par les bénéficiaires, par votre groupe cible, par ceux qui sont ciblés par votre action. Donc, comme je l'ai dit, on a déjà vu le diagnostic participatif, on a déjà vu la participation à la collecte des données. Maintenant, nous allons voir aujourd'hui le suivi participatif. Et ceci va se faire en 3 parties. Qu'est-ce que le suivi participatif? Quels sont les avantages du suivi participatif et les étapes du suivi participatif? OK? Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas de poser les questions dans le chat. Vous pouvez directement poser les questions et puis je me ferai le plaisir d'aller dans le chat, récupérer vos questions et pouvoir répondre au fur et à mesure que nous avançons. Donc, on commence avec le suivi participatif. Comme je l'ai dit, on a déjà vu le diagnostic participatif, on a vu la participation à la collecte des données. On va se concentrer maintenant sur le suivi participatif et on finira avec l'évaluation participative. Et donc, on commence avec la première partie. Qu'est-ce que le suivi participatif? En fait, quand on parle de suivi participatif, il s'agit d'enregistrer de manière méthodique un certain nombre d'informations que vous allez pouvoir aussi analyser de façon périodique. Et que cela doit être fait par les membres de la communauté et les intervenants, les accompagnateurs ou les facilitateurs ou les animateurs, comme nous l'avons vu. Donc, quand on parle de suivi participatif, c'est que vous êtes en train de mettre en œuvre un projet ou vous êtes en train de lancer un nouveau produit. Si vous travaillez dans le cadre d'une entreprise, vous êtes en train de mener une action avec une communauté ou avec un groupe cible avec laquelle vous travaillez, et pour pouvoir suivre ce projet ou cette initiative de manière participative. Donc, si vous faites le suivi participatif, ça veut dire que vous mettez en œuvre, vous mettez sur pied un système d'enregistrement méthodique des informations sur l'initiative et un système d'analyse périodique des informations qui sont collectées. C'est ça l'analyse participative. Donc, l'objectif premier du suivi participatif est de fournir des informations pendant la durée du projet, pendant la durée de l'initiative, de sorte qu'on puisse effectuer, si nécessaire, des ajustements, des modifications. Vous vous rappelez que lorsque nous avons parlé du diagnostic participatif, on a vu que dans le diagnostic participatif, on regarde quel est le problème qui se pose, comment les gens ressentent le problème. Et maintenant, quel est l'objectif qu'on veut se donner, comment on veut résoudre le problème.
jusqu'où est-ce qu'on veut aller avec la résolution de ce problème. On établit tout ça. Donc ici, maintenant, vous, dans l'objectif ici, c'est de voir est-ce que nous sommes, avec le suivi participatif, c'est de voir est-ce que nous sommes en train d'aller vers la résolution du problème qui avait été identifié au départ. Lorsque on se rend compte que il y a des choses qui, on n'est pas en train d'aller dans la direction. Donc, avec le suivi participatif, vous pouvez faire des ajustements, vous pouvez faire des modifications de manière à ce qu'à la fin du projet, à la fin de l'initiative, vous ayez atteint l'objectif que vous étiez fixé dès le départ. Donc, pour ce qui est maintenant du but du suivi participatif, parce que c'est la deuxième partie, le but du suivi participatif, on dit que le suivi participatif permet de mesurer les progrès. Donc, on a vu des initiatives où le suivi n'est pas fait de manière participative. Vous venez, vous mettez une initiative, vous voulez mettre une initiative en œuvre avec une communauté ou un groupe cible. Vous êtes les seuls à savoir ce que vous voulez ou à maîtriser tous les contours de ce que vous poursuivez. Et ça fait qu'à un moment où les communautés ou les groupes cibles peuvent dire oh, ce projet-là, depuis, on ne voit pas de changement, il n'y a pas de progrès. Mais le suivi participatif permet de pouvoir effacer ou de pouvoir éviter cela. Pas qu'à un moment, dans la mise en œuvre du projet, que pendant que les facilitateurs ou les animateurs pensent que le projet est en train de progresser, mais la communauté dit non, le projet n'est pas en train de progresser. Donc, le suivi participatif permet de mesurer le progrès et de le mesurer de manière commune. L'autre but du suivi participatif, c'est de fournir des informations aux décideurs. Parce que lorsqu'une initiative est mise en œuvre, il y a des personnes qui sont chargées de prendre des décisions par rapport aux problèmes qui se posent. Donc, quand on fait un suivi participatif de l'initiative, les décideurs ont suffisamment d'informations qui viennent de la base, qui viennent des concernés réels. Et cela leur permet de pouvoir prendre une décision qui est vraiment importante, en fait, qui va aider à rectifier le tir ou à pouvoir atteindre véritablement le but. Le suivi participatif également permet que l'information soit analysée de manière périodique, comme on l'a vu. Donc, il ne s'agit pas uniquement de tenir des dossiers, mais aussi de s'arrêter à certains moments pour analyser l'information, additionner, discuter, intégrer. Le moment où il faut s'arrêter à analyser dépendra donc de la nature de l'activité et de la saisonnalité. Donc, dépendant de l'activité, vous devez bien préciser la période où l'information va être collectée, la période où l'information va être analysée, de manière à ce que cela aide à rectifier et à pouvoir aller dans une bonne direction. Mais aussi, il faut s'entendre sur les objectifs de l'activité, comme je l'ai dit tantôt. Donc, lorsque vous voulez mettre en œuvre un processus de suivi participatif, l'une des étapes, comme on va le voir, c'est qu'à un moment, vous vous arrêtez avec la communauté pour dire quels sont les objectifs que nous nous étions donnés au départ. Lorsqu'on a fait dans le cas où vraiment vous avez eu à faire le diagnostic participatif ensemble, quels sont les objectifs que nous avons pour cette initiative? Qu'est-ce qu'on avait arrêté au départ? Donc, vous revenez sur ces objectifs pour s'assurer que vous, en tant qu'accompagnateur et la communauté, vous avez la même compréhension des objectifs, mais aussi des activités qui vont être mises en œuvre. Il ne faut pas que vous arrivez aujourd'hui, vous dites, OK, on va faire la cartographie. Demain, vous revenez, vous dites, non, on va aller creuser un puits d'eau. Et après, vous revenez quelques jours. Non. Les objectifs, les activités sont arrêtées avec les communautés et on s'entend dessus. Ça fait qu'on a une base commune pour pouvoir pour pouvoir évaluer le progrès et s'assurer qu'à un moment, un groupe ou l'autre ne pense pas que le projet n'est pas en train d'effectuer de progrès ou pendant que certains pensent que le progrès est en train d'être effectué. Donc, l'autre but, c'est que le suivi participatif permet que les membres des communautés choisissent les critères de mesure. Donc, les critères de mesure ne doivent pas être imposés aux communautés. Les critères de mesure, si vous dites par exemple avec la communauté, nous voulons mettre en œuvre un projet qui va aider à réduire le taux de mortalité lié aux problèmes hydriques, à la qualité de l'eau, les communautés devraient pouvoir dire non, voilà, nous pensons que pour bien mesurer cela, voilà les mesures, voilà les critères qu'on doit pouvoir établir. Pour vous, ça peut être juste la réduction du nombre de morts. Mais non, la communauté peut penser que non. Au-delà de seulement le nombre de morts, il faut aussi voir peut-être le nombre de personnes qui tombent malades et qui vont à l'hôpital. Il faut voir le nombre de personnes qui ont des anomalies. Il faut voir le nombre de... Bref, peut-être parce que la communauté sait comment ils ressentent ce problème, ils vont pouvoir proposer des critères et des mesures
qui vont véritablement aider à bien mesurer cela. Donc, lorsque ce sont eux qui choisissent, ça peut être le kilogramme. Donc, vous pouvez dire par exemple que c'est un projet où on veut mesurer la rentabilité des sols dans cette communauté. Les communautés peuvent dire non, nous on pense qu'il faut mesurer les récoltes par sac, juste par, ils ont un sac qui correspond à une certaine, pendant que vous peut-être vous allez insister sur le kilogramme ou sur les grammes ou sur les guntas, ils vont dire non, il faut mesurer par sac ou par boîte ou par livre ou par GEB, ainsi de suite. Donc les membres de communauté comprennent mieux l'information et il est probable qu'ils continuent à suivre même le projet, même quand vous n'êtes pas là. Donc si vous utilisez par exemple le système de sac, qui est un système que la communauté comprend bien, et ils ont toujours eu l'habitude d'utiliser, même si vous n'êtes pas là la prochaine fois, ils vont pouvoir le faire. Mais si vous insistez pour dire non, on doit mesurer le nombre de kilogrammes, les balances, peut-être ça n'existe pas dans la communauté. Donc, peut-être le projet va amener quelques balances, mais le jour où ces balances tombent en panne et qu'il n'y en a plus, les communautés vont arrêter de faire ce suivi, cette évaluation de leur récolte. Donc, véritablement, laisser accorder, donner l'opportunité aux communautés de choisir les critères de mesure. Mais aussi, il faut prendre le temps de préparer et d'organiser le suivi. Il ne faut pas juste se lever et se dire, le suivi, comme les autres étapes que nous avons eu à voir, c'est une étape qui se prépare, qui s'organise pour pouvoir être efficace. Cela permet aux gens de savoir pourquoi on le fait et comment on va s'y prendre. C'est très, très important. Mais aussi, lorsqu'on le fait, on peut le faire avec des réunions. Et la première réunion de planification du suivi peut inclure tous ceux qui sont directement impliqués dans les activités, ainsi que tout autre groupe qui est intéressé. Je prenais l'exemple la dernière fois, une activité où vous voulez, par exemple, accroître le nombre de superficies de terre que les femmes disposent dans un village, parce que peut-être le projet a réalisé que les femmes ont moins de terres qui leur sont accordées. Mais parce que la question de la terre concerne pas seulement les femmes, mais ça concerne les chefs de terre, ça concerne les chefs traditionnels, ça concerne les hommes, ça concerne même les jeunes. Donc, il faut que tous ces acteurs soient impliqués dans les réunions de groupe. Peut-être plus tard, il y aura des réunions, excusez-moi, où ils ne seront pas impliqués, les autres personnes ne seront pas impliquées. Ça va juste être ciblé au groupe qui est concerné. Mais déjà, au départ, lorsque vous voulez planifier l'évaluation, il faut impliquer tout le monde lors d'une réunion ou des réunions d'ensemble. Et elle doit être centrée sur ceux qui sont directement impliqués ou ceux qui ont été nommés par la communauté pour pouvoir effectuer le suivi. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, maintenant que nous avons eu à voir ce que c'est que le suivi participatif, pourquoi le suivi participatif est important, on va maintenant voir ensemble quelles sont les étapes qu'il faut suivre pour pouvoir réaliser le suivi participatif. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là avant que je ne puisse passer aux étapes? Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, vous mettez dans le chat. S'il n'y a pas de questions, vous dites non. Il n'y a pas de questions et puis je vais pouvoir continuer. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout est clair? Est-ce que vous avez des préoccupations qu'il faut pouvoir régler? OK. Aurélie n'a pas de questions. Pour Jean-Claude, c'est clair. Je ne suis pas surpris que ce soit clair pour toi, Jean-Claude. Tu as fait ça pendant beaucoup d'années déjà. C'est de la révision pour toi, n'est-ce pas? OK. Donc, tout est clair. Super. Donc, je vais donc pouvoir continuer. OK. Voilà. Donc, en termes d'étapes, on dira que le suivi participatif a plusieurs étapes. La première étape consiste donc à discuter sur les raisons du suivi, comme on l'a vu tantôt. Vous commencez, la première étape, c'est de voir pourquoi est-ce qu'on veut suivre, qu'est-ce qu'on va suivre, pourquoi même c'est important. Revoir les avantages et les buts du suivi de sorte que les membres de la communauté puissent décider d'eux-mêmes si le suivi leur sera utile. Donc, parce que, dépendant des actions, les communautés peuvent dire non, ce n'est même pas nécessaire de suivre, on fait ça et puis c'est fini, il n'y aura plus, ce n'est pas nécessaire de pouvoir suivre. Donc, il faut qu'ensemble ce soit discuté, que les uns et les autres, non pas seulement les gens de l'extérieur, mais aussi les membres de la communauté puissent voir l'utilité de
du suivi participatif. Deuxième étape maintenant, lorsqu'on est d'accord sur la nécessité de pouvoir faire le suivi de manière participative, deuxième étape, c'est de réexaminer, comme je le disais tantôt, les objectifs et les activités qui vont être mises en œuvre. Lorsqu'on a discuté au départ, on s'est dit, voilà le problème, et voilà, pour résoudre le problème, voilà les objectifs que nous allons nous assigner, et pour pouvoir atteindre ces objectifs, voilà les activités que nous allons réaliser. Ça a été fait avant, et à cette étape-ci, vous devez les réexaminer. Est-ce que cet objectif qu'on se donne est vraiment les cinq piliers hein, des objectifs qui sont, comme on dit, smart? Est-ce que c'est spécifique hein? Est-ce que c'est mesurable? Est-ce que c'est achievable? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est lié à un temps précis hein? Est-ce que c'est réaliste même? Donc, excusez-moi, c'est mon téléphone qui sonne là. Simple, je suis dans une réunion, je te rappelle dès que j'ai fini. Hein. D'accord. Excusez-moi. Donc, je disais que c'est vraiment important qu'ici, les objectifs soient réexaminés, que les activités soient réexaminées. Je ne vais pas lire toute la littérature. Après que les objectifs soient examinés et que vous êtes... Parce que quand on réexamine ici, on peut changer les choses, on peut ajuster les choses. Maintenant, la troisième étape, c'est de formuler les questions qui sont liées au suivi. Quelles sont les questions que nous allons nous poser pendant le suivi? Quelles sont les questions qui vont permettre qu'on puisse voir, les poser de manière à voir si le projet, s'il y a du progrès qui est fait par l'activité ou par l'initiative. OK? Donc, après avoir fait la révision des objectifs, discuter des renseignements que l'on a besoin pour savoir si ces activités se déroulent comme il faut, concentrez-vous sur les questions comme que veut-on savoir? Quels sont les éléments à suivre qui permettront de trouver ce que nous cherchons? Quels sont les critères, comme je le disais tantôt, qui vont nous permettre de savoir que le projet est en train d'évoluer ou n'est pas en train d'évoluer? Donc, l'animateur, le facilitateur peut instruire ou dessiner sur des grandes feuilles de papier ou sur un tableau les questions liées au suivi qui suscitent chaque fois les objectifs et chaque activité. Il devrait y avoir un accord au sein du groupe sur chaque question du suivi. S'il y a beaucoup de questions, les ranger par ordre d'importance. Ça, on va le voir lorsqu'on va voir les outils plus tard. Donc, ça c'est la même. OK, l'étape numéro 4, c'est définir les indicateurs directs et les indicateurs indirects. Donc, vous avez commencé par la première étape, la deuxième et la troisième. Et maintenant, à la quatrième étape, vous arrivez au moment où il faut définir les indicateurs directs. Donc, pour cet objectif que nous avions et pour ces activités, quels sont les indicateurs? Et on dit bien un indicateur également de la même manière que les objectifs doivent être SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, réalistes, réalisables et liés dans le temps, hein, dans un temps précis. Les indicateurs également doivent être spécifiques, mesurables, réalisables, hein, réalistes et puis liés au temps. Ce n'est pas, vous ne dites pas par exemple, les indicateurs, c'est que on aura des arbres dans le village. Avoir des arbres dans le village, oui, quand? À quelle période? Et l'arbre doit avoir quelle hauteur? Donc, on doit par exemple dire, pour montrer un indicateur direct et qui est smart, c'est qu'on peut dire qu'après 6 mois après la mise en place des premiers arbres, nous devons avoir dans la cour de notre école ou dans notre forêt communautaire que nous voulons, où nous voulons restaurer certains arbres, nous aimerions qu'on ait des arbres qui ont 1 mètre de hauteur avec un diamètre de 3 cm et cela sur, en fait, qu'on ait peut-être 50 arbres avec ces caractéristiques que je viens de donner. Là, c'est précis, après 6 mois qu'on va le regarder et on a les dimensions, donc on va mesurer ces dimensions. Si tous ces critères-là ne sont pas réalisés après 6 mois, on va dire, oh, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut ajuster, il y a des choses qu'il faut arranger. Mais si c'est réalisé, peut-être on peut voir, wow, après 6 mois,
nos arbres n'ont pas 1 mètre, mais nos arbres ont 2 mètres. Waouh! Donc, ça veut dire qu'on n'avait pas bien évalué les choses. Donc, pour l'année prochaine, il faut que l'on espère voir des arbres qui auront peut-être 4 mètres. Donc, tout ça permet d'ajuster et de pouvoir faire les choses de manière vraiment réaliste et de manière. Donc, ça vous permet de voir si l'initiative est vraiment en train de porter du fruit ou pas. OK? Donc, la 5e étape maintenant, c'est de décider des outils de collecte d'informations dont on a besoin. Donc, pour chaque objectif, chaque activité et pour chaque indicateur direct et indirect que nous avons à définir, nous devons maintenant voir quels sont les outils de collecte d'informations que nous allons utiliser. Et comme je disais, nous reviendrons plus tard sur les outils de collecte. Mais je vais lire un peu. Il faut choisir l'outil de collecte de l'information le plus approprié à chaque indicateur clé ou chaque question posée. Rappelez-vous qu'un seul outil peut servir à obtenir des renseignements qui répondent à plusieurs questions. Plusieurs outils de collecte de l'information peuvent servir au suivi participatif. Nous les verrons plus loin, comme je l'ai dit tantôt. OK? 6e étape maintenant, il faut maintenant décider qui va effectuer le suivi. Très, très, très important. Vous avez des initiatives qui sont mises dans le village et dans le village, on choisit par exemple des facilitateurs locaux et parfois le suivi peut être fait par les facilitateurs locaux, mais dépendant par exemple, quand vous mettez en œuvre une forêt communautaire ou vous êtes en train de mettre un projet d'établissement d'une forêt communautaire dans un village, le suivi ne peut pas être fait seulement par les animateurs locaux. Le suivi devrait impliquer tous les membres du comité de gestion de la forêt communautaire, mais aussi les autres, peut-être les membres du comité de sages. Et même à un moment du processus, il faut que toute la communauté puisse effectuer le suivi pour voir est-ce que ce projet de foresterie communautaire dans lequel nous nous sommes embarqués est vraiment en train d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dès le départ. Donc, il faut que non seulement préciser qui va effectuer le suivi, mais aussi à quel moment ce suivi va être effectué. Donc, on peut dire au départ, il y aura un premier suivi après 1 an qui sera fait par les membres du comité de gestion et il y aura un autre suivi après 2 ans qui va maintenant impliquer toute la communauté ou tous les acteurs de la vie communautaire vont être, et peut-être même les autorités locales vont être impliquées pour faire le suivi, pour regarder et voir si ce projet de mise en place de la foresterie communautaire est vraiment en train de, pas seulement qu'il y ait de la foresterie communautaire là, mais est-ce que les objectifs qui avaient été assignés à la mise en œuvre de la foresterie communautaire sont en train d'être atteints. L'objectif, par exemple, j'ai eu à travailler dans des projets où on avait pour objectif de réduire la pauvreté dans le village, que la foresterie communautaire devrait aider à réduire la pauvreté. Donc, à un moment, il faut, et ça, cet objectif de réduction de pauvreté ne s'évalue pas après 1 an ou 2 ans, mais dans ces projets, par exemple, c'était 5 ans. Après, donc, après le premier plan quinquennal de la forêt communautaire, on devait évaluer, donc, comme on a vu dans la partie sur la collecte de données de départ, au départ, on devait calculer, on devait pouvoir avoir les données de base de la pauvreté. Donc, quel est le niveau de vie de base de la communauté quand le projet de foresterie communautaire commence? Et 5 ans après, on va maintenant voir chaque ménage. Au départ, on avait vu, par exemple, le revenu de chaque ménage dans le village avant la forêt communautaire. Aujourd'hui, 5 ans après, quel est le revenu de chaque ménage? 5 ans après, quel est le taux d'accès, par exemple, à la médication? Quel est le taux d'accès à telle ou telle opportunité qui permet de dire que la communauté a réduit la pauvreté? Donc, c'est ici, au niveau de la 6e étape, qu'on décide qui va effectuer le suivi et qu'est-ce qui va être véritablement évalué. OK? Donc, comme je dis, je ne vais pas entrer, vous allez pouvoir lire ça dans le document que je vais vous donner. Donc, 7e étape, c'est l'analyse et la présentation des résultats. Donc, lorsqu'on a eu à décider qui va, donc, quels sont les indicateurs directs. Donc, on a vu les activités, on a vu les objectifs des activités, on a vu les indicateurs directs et indirects.
On a maintenant dit qui va le faire. Maintenant, à l'étape 7, c'est qu'on dit euh, l'analyse. Et lorsque les résultats vont être collectés, il est important d'analyser l'information de certains moments précis pendant la durée des activités. On peut discuter de cette analyse en réunissant la communauté ou par le biais des affiches, des bulletins communautaires. La communauté pourra ainsi savoir si les activités progressent au rythme prévu ou s'il y a lieu d'effectuer des changements ou des modifications. Donc, l'analyse et la présentation des résultats, on doit, dans cette étape, décider, un peu comme j'expliquais tantôt, dire, OK, dans ce projet, nous nous proposons de réduire la pauvreté dans le village. Donc, on va collecter tel type d'informations et à tel moment, on va collecter ces informations. Et voilà, ces informations vont être analysées, ces informations vont être présentées de telle ou de telle manière. Est-ce que ça va être lors d'une réunion communautaire? Est-ce qu'on va juste mettre des affiches dans le village? Bref, est-ce qu'il faut produire même, comme dans un autre projet où on a eu à faire, est-ce qu'il faut avoir un bulletin où chaque fois on a les résultats qui sont recensés et partagés aux gens dans le village pour que les gens comprennent et réalisent que le projet est véritablement en train d'avancer et le projet est en train de porter du fruit. Donc, voilà les étapes que nous devons suivre dans le suivi participatif. Donc, c'est cette étape. Donc, quand les résultats sont analysés, présentés, les gens peuvent maintenant voir s'il faut modifier des choses, s'il faut continuer dans la même direction ou bien s'il faut complètement arrêter même certaines choses et recommencer avec d'autres. Donc, voilà pour cette première partie. Je propose qu'on prenne quelques questions ou que vous ouvrez votre micro, que vous puissiez contribuer pour que on puisse finir cette partie avec les 7 minutes qui nous restent avant de pouvoir avancer. Donc, il y a une question qui nous est posée, donc je vais répondre d'abord à cette question et ensuite, si vous avez d'autres questions, posez-les. Si vous voulez intervenir, donc quand j'ai fini cette question, vous pourrez ouvrir votre micro et intervenir. Donc, la question d'Aurélie, c'est à quel moment définit-on les objectifs SMART du projet? Au niveau du diagnostic ou du suivi? Je ne comprends pas bien. OK, Aurélie, les objectifs, si tu suis bien la partie où nous avons parlé du diagnostic participatif, lors du diagnostic participatif, c'est là où on voit quel est le problème qu'on veut résoudre. Donc, notre projet veut aider à résoudre quel problème. Ça se fait au niveau du diagnostic participatif. Et par rapport au problème qu'on veut résoudre, on se donne des objectifs. Et ces objectifs sont faits, on se les donne lors du diagnostic participatif. Mais maintenant, quand on veut établir le processus, parce qu'avant de faire le suivi, il faut s'accorder avec la communauté comment, quand et par qui doit être fait le suivi. Donc, lors de ces rencontres où nous voulons nous entendre avec la communauté sur est-ce que le suivi est nécessaire, si c'est nécessaire, comment ça va être fait, par qui et quand. Pendant que nous discutons de ça, on revient donc sur les objectifs SMART, les objectifs qui sont spécifiques, mesurables, réalisables hein, et liés à un temps précis. On revient sur ça pour véritablement nous assurer que les communautés non seulement se rappellent des objectifs qui avaient été fixés, mais aussi pour que le suivi puisse être... Parce que vous ne pouvez pas suivre quelque chose si vous ne connaissez pas ce que vous poursuivez. C'est un peu comme quelqu'un qui sort de sa maison et puis qui dit aujourd'hui, je m'en vais, je m'en vais. Après, à la fin de la journée, il va revenir à la maison pour dire, bon, il est parti où? Il a fait quoi? Ainsi de suite. Non. Pour que vous puissiez, le soir, revenu chez vous, évaluer pour dire, OK, cette journée a été une journée réussie ou une journée qui a échoué, c'est parce que le matin, avant de sortir, vous vous êtes dit, je vais aller dans telle ville ou dans tel lieu de la ville, je vais faire telle chose, je vais réaliser ceci et je vais réaliser ceci avec telle personne. Si à la fin de la journée, vous n'avez pas eu à faire ça, donc, lorsque vous allez évaluer dans votre journée, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas atteint vos objectifs. Donc, pour pouvoir me résumer, je vais dire les objectifs se définissent au niveau du diagnostic participatif et maintenant, plus tard, lorsque vous voulez établir le processus de suivi, ces objectifs sont revisités pour s'assurer que non seulement les uns les autres comprennent cela bien, mais aussi que le suivi se fait sur la base de ces objectifs-là. OK? Est-ce que c'est clair?
Exactement. Il s'agit de rappel de ce qui avait été déjà arrêté, de ce que la communauté avait proposé et qui avait été arrêté avant, lors du diagnostic participatif. Super. OK. Est-ce qu'il y a des contributions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Une autre question. Donc, est-ce possible de participer au suivi, même n'étant pas de la communauté, mais plutôt avec son aide? Ne t'en fais pas sur le clavier, Aurélie. J'ai le même problème, mon clavier anglais, donc je crois que les amis l'auront constaté, les accents sont difficiles à mettre chez moi, donc on le comprend et il ne faut pas s'en soucier. Donc, Kitio demande, est-ce possible de participer au suivi, même n'étant pas de la communauté, mais plutôt avec son aide? Je ne sais pas si je comprends bien la question, mais ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que le suivi d'une initiative est fait par la communauté et la partie qui l'accompagne. On a dit que ça peut être des facilitateurs, ça peut être des animateurs, ça peut être toute personne qui est de l'extérieur de la communauté et qui apporte son aide à la communauté. Donc, pour pouvoir participer donc au suivi, vous pouvez être une personne qui n'est pas de la communauté, qui n'est pas parmi les facilitateurs, mais qui est intéressée par le sujet. Je prends un exemple. La communauté veut mettre en œuvre je vais m'attarder toujours sur la foresterie communautaire, une forêt communautaire dans leur village. Il y a une ONG ou une entreprise qui veut les accompagner dans la mise en œuvre de cette forêt communautaire. Mais en plus de la communauté et de cette organisation, qui peut être une ONG ou non, vous avez également les décideurs, vous avez l'État qui a établi les lois que la communauté doit suivre pour mettre en œuvre la forêt communautaire. Donc, l'État doit faire partie du suivi, hein, et même le diagnostic au départ, parfois l'État est impliqué. Donc, l'État doit faire partie, mais aussi parfois dans la région, parce qu'il s'agit de la forêt, vous avez d'autres intervenants dans la forêt. Ça peut être des concessionnaires forestiers ou même des artisans forestiers qui sont en train de couper le bois dans l'espace que la communauté veut solliciter comme forêt communautaire. Du coup, ces personnes doivent être impliquées, ces personnes doivent être, ces entités, ça peut être des personnes ou bien des entreprises, doivent être impliquées. Vous pouvez également être dans un contexte où cette forêt communautaire se trouve à proximité d'une aire protégée. Ça veut dire que ceux qui gèrent l'air protégée doivent pouvoir participer au suivi de cette initiative. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question concernant la participation. Donc, ce n'est pas seulement ceux qui accompagnent et la communauté, mais il y a aussi d'autres acteurs comme l'État, comme d'autres intervenants dans la région qui peuvent participer au suivi et qui doivent même participer au suivi participatif parce que votre souhait, c'est que toutes les parties puissent contribuer et puissent réellement attester que le projet est en train d'atteindre les objectifs qui ont été fixés dès le départ. Donc, voilà ce que je peux dire pour cette partie. Donc, je vais arrêter pour cette partie sur le suivi participatif et nous allons nous retrouver dans quelques instants pour la suite de cette partie. Donc, à tout de suite dans une autre vidéo. OK?